Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis ici avec Claire Daly. Elle est membre du Parlement européen depuis 2019, représentant la circonscription de Dublin en Irlande à Bruxelles. Avant cela, Madame Daly a siégé au Parlement irlandais pendant 4 ans. Elle est politiquement active depuis ses années d'étudiante dans les années 1980. Elle a été membre du Parti travailliste et a ensuite rejoint d'autres partis de gauche. Au niveau de l'UE, elle fait partie de la gauche au Parlement européen. Récemment, elle s'est vivement opposée aux mesures d'escalade dans la guerre russo-ukrainienne. Je pensais initialement que cela serait la position de tous les membres de gauche en Europe. Cependant, j'ai été déçu de constater que beaucoup à gauche ne soutiennent pas les solutions diplomatiques. C'est le sujet de notre discussion aujourd'hui. Donc, Madame Daly, je vous remercie beaucoup de votre temps. Pas du tout. Merci de m'avoir invité. Madame Daly, nous vivons actuellement des temps très tendus. Les perceptions des gens de la réalité influencent grandement leurs actions, en particulier leurs actions politiques. J'aimerais connaître votre opinion sur la guerre russo-ukrainienne. Comment interprétez-vous ce qui se passe? Qui, selon vous, en est responsable? Ultimately and first off, Russia are responsible. They invaded the sovereign territory of Ukraine. Oui, je suis d'accord que la Russie est principalement responsable. Ils ont envahi le territoire souverain de l'Ukraine. Je ne pense pas qu'il manquait d'autres options. Je crois qu'ils auraient pu chercher une solution, peut-être en impliquant la France et l'Allemagne. Cependant, il est également important de reconnaître le rôle de l'OTAN et des États-Unis. Ils ont déstabilisé l'Ukraine depuis 2014, suite au coup de Maïdan. Ignorer cela en tant que facteur contributif serait extrêmement naïf. Maintenant, nous assistons à une tragédie où l'Ukraine est prise dans un conflit entre les États-Unis et la Russie. Ce conflit se déroule sur le sol ukrainien, avec la complicité de la direction ukrainienne actuelle. Les principales victimes sont les Ukrainiens, mais les Russes et de plus en plus les Européens sont également affectés. Au Parlement européen, vous avez prononcé un discours très puissant. C'était quelque chose que j'ai rarement entendu. Où vous vous êtes opposé à l'envoi de plus d'armes en Ukraine et avez préconisé des moyens alternatifs pour mettre fin à la guerre. Alors, quelles autres options voyez-vous? Qu'est-ce qui est disponible? C'est vraiment remarquable. Votre point de vue sur la perception est effectivement valable, car nous devons comprendre que la guerre se déroule au milieu d'une vague de propagande sans précédent. L'adage selon lequel la vérité est la première victime de la guerre n'a jamais été aussi clair pour moi. Il est extrêmement difficile de trouver des informations précises. Si quelqu'un remet en question le récit officiel ou ne dit pas simplement « nous soutenons l'Ukraine », mais essaie plutôt de comprendre les complexités qui se cachent derrière les causes du conflit, il est immédiatement étiqueté comme un pantin de Poutine ou quelque chose de similaire. Cependant, lorsque nous examinons la situation de manière objective, sans hystérie, il devient clair que l'envoi d'armes dans un conflit est non seulement illégal en vertu des traités de l'UE, mais c'est aussi une première. Il ne faut pas être un génie pour réaliser que cela ne fera qu'allonger le conflit. Cela ne va certainement pas aider l'Ukraine. Certaines personnes m'ont dit que cette idée est absurde. Suggérez-vous que si vous êtes témoin d'une agression, vous resteriez simplement là à laisser faire? Si vous voyez une personne plus petite se faire attaquer par une personne plus grande, je ne donnerai pas un bâton à la personne plus grande et lui dirai de continuer jusqu'à ce que quelqu'un soit tué. Au lieu de cela, j'interviendrai et mettrai fin à la bagarre. C'est ce que la communauté internationale aurait dû faire diplomatiquement, car plus d'armes ne font que prolonger la guerre. Il n'y a jamais eu de guerre dans l'histoire où des crimes de guerre n'ont pas été commis et où des innocents n'ont pas été touchés. C'est la triste réalité de la guerre. Ce qui est encore plus alarmant, c'est la distribution massive d'armes en Ukraine. Ces armes sont pratiquement ramassées dans les rues et distribuées sans aucune considération pour ceux qui les reçoivent.
Ces armes finiront par revenir en Europe et seront probablement utilisées à l'avenir. La distribution généralisée d'armes est vraiment effrayante. Voilà pourquoi je pense que fournir plus d'armes n'aide pas, cela ne fait qu'exacerber la situation. Merci beaucoup pour cela. Je suis d'accord. Je remets souvent en question le fait que plus d'armes ait jamais conduit à moins de morts. Mais cela semble être une idée courante en Europe. Je suis curieux de connaître son origine. En tant que membre du Parlement européen, combien de personnes pensez-vous soutenir votre point de vue? Le point de vue qui suggère que ce n'est pas plus d'armes, mais plus de diplomatie qui mettra fin au conflit. Je estimerais qu'il y a environ 50 députés européens sur les 705 qui partagent mes opinions. Je serais surpris s'il y en avait plus. Donc, nous parlons d'un nombre proche de 50. Je ne peux pas faire le calcul maintenant, mais c'est une très petite minorité. Pour être honnête, ceux d'entre nous qui s'expriment sur cette question sont souvent critiqués et attaqués. Cela se produit parmi les groupes politiques du Parlement, dans les médias et même dans nos propres pays. Cela est dû à une longue campagne de propagande contre nous. Chaque pays européen dispose de groupes de réflexion financés par l'OTAN. La National Endowment for Democracy finance une partie importante des médias dans de nombreux pays. Ils promeuvent tous le même message, toute personne qui ne suit pas leur récit doit être immédiatement critiquée. En conséquence, le soutien en notre faveur au Parlement européen est faible. Cependant, je pense que les gens devraient comprendre qu'il y a de nombreuses personnes dans le monde entier qui pensent différemment. Nous avons été la cible de courriers haineux sérieux et d'attaques vicieuses. Malgré cela, il y a de nombreuses personnes, tant en Irlande qu'à l'étranger, qui voient les choses différemment. À certains égards, on pourrait dire que j'ai prononcé un discours affirmant que la solution à la guerre n'est pas plus de guerre, mais la paix. Cette déclaration semble vraie et correcte. Cependant, le message propagé par l'establishment est le contraire. J'ai été contacté par des personnes du monde entier, y compris de chaque État des États-Unis, d'Australie, de Russie, d'Ukraine et de toutes les parties de l'Europe. Il y avait particulièrement beaucoup de personnes d'Italie et d'Allemagne. Ces personnes disaient « Je pensais être le seul à penser de cette façon. Pourquoi plus de gens ne disent-ils pas cela? Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui expriment ces sentiments. Cependant, leurs voix ne sont pas entendues par les établissements politiques mondiaux. Cela s'explique par le fait que cela ne les intéresse pas de le faire, car la poursuite de la guerre profite aux grandes entreprises. Lorsque la guerre a commencé, nous plaidions en faveur de la paix. La réponse était « C'est ridicule. Nous nous battons tous pour la paix. » Tout le monde veut le faire. Cependant, nous ne pouvons pas abandonner les Ukrainiens vulnérables. Ils ne le disent même pas maintenant. Les États-Unis et l'Union européenne ont clairement déclaré qu'ils voulaient la paix, mais ils veulent que la Russie souffre d'abord. Ils ne veulent pas la paix à n'importe quelle condition. Ils veulent que la Russie soit sévèrement touchée. Quand je dis que je veux que la guerre se termine, cela ne signifie pas que je suis une marionnette de Poutine. Je ne crois tout simplement pas que le coup de punir la Russie vaille les pertes en vies humaines et les destructions en Ukraine. Cela ne vaut pas non plus la dégradation du niveau de vie des Européens et, en fin de compte, du niveau de vie des citoyens russes ordinaires. Je pense que le prix est trop élevé. Il serait bien mieux que nous nous asseyions et négocions avec la Russie. Oui, cela nécessiterait des compromis. Mais les responsables américains et européens ont décidé que cette guerre serait résolue par la force. Ils négocient pour obtenir leur place à la table. La Russie et l'Ukraine font de même. Ils ne veulent pas non plus mettre fin à la guerre, pour leurs propres raisons, afin de sécuriser une meilleure position de négociation. L'aspect triste et tragique de tout cela est que les gens ordinaires à travers l'Europe, y compris en Russie, en paieront le prix. La classe ouvrière est décimée sur le champ de bataille. Il est important de se rappeler que cela se produit des deux côtés. Cependant, il est bon que votre voix soit entendue, y compris aux États-Unis, notamment parmi la véritable gauche. Je souhaite également aborder la question de la propagande. Hier, j'ai parlé avec l'ancien ambassadeur américain Shah Freeman, né en 1940. Il a déclaré que même l'ère McCarthy n'était pas aussi chargée idéologiquement que l'époque actuelle. C'est une déclaration assez forte.
J'espère que vous continuerez à vous exprimer. Mais je me demande aussi, est-ce que votre perspective et votre positionnement viennent du fait d'être originaire d'Irlande? Est-ce que cela vient du fait d'être originaire d'un pays neutre? La neutralité de l'Irlande joue-t-elle un rôle dans vos opinions, ou cela n'entretait-il pas du tout en ligne de compte? Eh bien, j'aimerais croire que ma politique a un impact. J'ai en réalité siégé 8 ans au Parlement irlandais, pas 4. Ma position politique découle de notre passé anticolonial et de notre neutralité chérie, constamment attaquée par nos élites dirigeantes. Elles n'ont jamais voulu de neutralité. Il y a toujours eu un groupe de personnes qui considèrent que les voix antimilitaristes, eurosceptiques et anti-néolibérales fortes que l'Irlande a toujours portées sont une honte. Il y a un groupe de fervents europhiles en Irlande qui pensent que nous devrions être les meilleurs Européens. Je dois être honnête, l'assaut contre moi-même et mon collègue Mick Wallace dans les médias irlandais est d'une ampleur sans précédent. La principale critique est que nous sommes une honte et un déshonneur. Ils attendent avec impatience les prochaines élections pour nous évincer. Ils suggèrent même que nous devrions démissionner de nos sièges dès maintenant. Cependant, tout ce que nous avons fait, c'est maintenir la même position anti-impérialiste, en faveur de la paix et de la neutralité que nous avons défendue au Parlement irlandais. Cela démontre simplement le pouvoir de la propagande implacable. Si vous répétez quelque chose assez souvent, cela a un impact. Je crois que ma position sur la défense et la neutralité influence mes opinions politiques. Cependant, je ne veux pas que vous supposiez que nous recevons beaucoup d'éloges en Irlande pour cela. En réalité, nous faisons face à de vives critiques en Irlande. Malgré cela, il existe des groupes de personnes solides qui se sont rapprochés de nous. Ils expriment leur confusion quant à la façon dont nous endurons la situation. Ils ne le comprennent pas non plus car les critiques sont tellement disproportionnées et sans rapport avec ce que nous disons réellement. Mais ils nous encouragent à continuer ce que nous faisons. Ils l'apprécient et veulent que notre neutralité soit maintenue. Fait intéressant, un récent sondage d'opinion a été réalisé. L'establishment a probablement été choqué par les résultats. Malgré la rhétorique anti-russe et pro-militariste que l'UE promeut jour et nuit en Irlande, 66% des personnes ont voté au cours des 2 dernières semaines pour que nous maintenions notre neutralité. C'est brillant. Cela a réellement choqué l'establishment. Je ne serai pas complaisant à ce sujet. Je ne crois pas que ce soit une certitude car le discours actuel est que nous avons besoin d'une conversation. Nous devons faire partie d'une défense commune. Nous devons soutenir nos collègues en Europe et défendre nos valeurs européennes, quelles qu'elles soient. Après tout, la Russie fait également partie de l'Europe. Donc, c'est complexe. Ma perspective est enracinée dans la défense de la neutralité. Je ne pense pas que cela soit important pour le peuple irlandais en raison de notre passé anticolonial, mais les autorités ont toujours voulu l'éliminer. Dans les traités européens, ce sont les gens qui ont demandé des concessions pour protéger notre neutralité contre l'establishment politique. Cependant, la guerre et les actions de Poutine les ont malheureusement revitalisés et ont offert une opportunité de remettre en question la neutralité d'une manière qu'ils n'avaient jamais pensé possible auparavant. D'où vient la défense de la neutralité? Il semble que la Suède et la Finlande soient malheureusement sur la voie directe de l'adhésion à l'OTAN. Je pense que c'est très regrettable. Cela pourrait grandement déstabiliser l'ensemble du continent européen. Cela ne contribuera pas positivement à la structure de sécurité. En Suisse et en Autriche, nous constatons que le centre attaque essentiellement cela. La gauche est également impliquée dans cette attaque. En fait, la défense de la neutralité en Suisse vient de la droite. Et qu'en est-il de l'Irlande? Non, c'est en réalité le contraire. Il est attaqué et a été sapé, ne vous trompez pas. Cela est clairement soutenu par les groupes de réflexion de l'OTAN présents partout et par les partis au pouvoir en Irlande, qui sont principalement le Fianna Fáil et le Fine Gael. Ce sont des partis de droite qui dominent et sont actuellement au sein d'un gouvernement de coalition. La principale opposition en Irlande est le Sinn Féin, un parti connu pour son nationalisme radical. On les présente souvent comme étant de gauche. Leur base électorale penche largement à gauche. Ils sont perçus comme étant frais et sans tache. Beaucoup de leurs membres s'identifient comme étant de gauche, tout comme beaucoup de leurs électeurs. Cependant, ils ont été quelque peu décevants.
Ils ont soutenu la question pendant un certain temps et soutiennent maintenant ouvertement la neutralité. En ce qui concerne la guerre, en raison de l'assaut médiatique, ils ont été excessivement critiques envers la Russie. Je pense qu'ils essaient de compenser de manière disproportionnée. L'attaque provient principalement de l'establishment politique qui souhaite sa disparition depuis des années. Malgré son existence, la direction de l'Irlande la mine activement depuis des années. Lorsque nous étions au Parlement irlandais, nous avons posé des centaines de questions sur l'utilisation quotidienne de nos aéroports civils dans l'ouest de l'Irlande par l'armée américaine. Cela n'est pas autorisé par un pays neutre. Ils prétendent avoir un accord de gentlemen, affirmant qu'ils ne transportent aucune arme ou chose similaire. Ils nous ont donné une assurance. Nous avons répondu en disant qu'ils devraient être fouillés. Nous avons en fait réussi à pénétrer dans l'aéroport lorsque nous étions au Parlement irlandais pour les enquêter. Cependant, nous ne nous sommes pas approchés de l'avion. Nous avons été arrêtés avant cela. Ensuite, nous avons eu un procès de 3 jours au tribunal, qui a essentiellement mis l'armée américaine en procès. Cela a été très efficace pour éduquer le public. Donc, il y a une longue tradition d'activisme là-bas pour protéger la neutralité, mais l'establishment l'a toujours sapé. Ils prétendent habilement que nous sommes militairement neutres, mais pas politiquement neutres. Nous nous alignons clairement avec nos alliés de l'Atlantique. Ils s'inclinent devant les investissements directs étrangers des États-Unis, et ainsi de suite. Mais ils n'ont jamais été aussi partiaux qu'ils le sont maintenant. Je veux dire, ils sont maintenant au Conseil de sécurité des Nations Unies. Pouvez-vous imaginer si l'Irlande avait adopté un rôle différent dans tout cela? S'il avait dit, écoutez, nous sommes un petit pays neutre. Nous sommes fermement alignés avec l'Occident. Nous aimons l'Amérique. Nous ne pouvons pas en faire assez pour eux. Cependant, nous sommes nous-mêmes un pays anticolonial. Nous en avons été victimes et nous comprenons ce que cela fait. Nous voulons plaider pour la paix pour tous. Nous devons nous asseoir et négocier. Nous avons dû négocier avec notre puissant voisin qui nous a occupés pendant des années et qui a interféré dans notre pays. Mais finalement, nous nous sommes assis avec eux et avons conclu un accord de paix. La communauté internationale nous a soutenus pour rendre cet accord de paix possible. Pourquoi ne pouvez-vous pas faire de même dans cette situation? La raison pour laquelle ils ne peuvent pas le faire est que c'est une excellente opportunité pour les États-Unis et l'OTAN de maintenir cette guerre en cours. Malheureusement, l'Europe s'est laissée utiliser dans cette situation. L'Europe et l'UE paieront également un prix élevé pour cela. De plus, vous avez tout à fait raison, le plus grand prix est payé par le peuple d'Ukraine et l'Ukraine elle-même. La question suivante pourrait être purement spéculative, mais considérons les négociations entre la Russie et l'Ukraine. Il y a environ 3 semaines, il semblait possible d'obtenir une Ukraine neutre. Cependant, les choses ont pris une tournure pour le pire. Pensez-vous qu'une Ukraine neutre soit toujours une issue possible? Pouvez-vous envisager cela? À votre avis, est-ce le côté russe, le côté ukrainien ou le côté de l'OTAN États-Unis qui compromet cette issue? I think they all are in many ways. I mean, a neutral Ukraine. Je crois qu'ils le sont tous, à bien des égards. Une Ukraine neutre devra toujours rester neutre. Il est regrettable que le peuple ukrainien, qui était fortement en faveur de la neutralité, ait vu ses souhaits contrecarrés par des interférences politiques. Ces interférences ont intensifié le conflit et compromis la neutralité de l'Ukraine. Cela a conduit à une possible division du pays. Si l'Ukraine veut retrouver sa souveraineté dans l'après-guerre, la tâche de reconstruction sera énorme. L'OTAN elle-même sait qu'elle n'acceptera jamais l'Ukraine comme membre. Pour sa propre survie, l'Ukraine doit rester neutre. Cependant, cela est moins probable maintenant. Les camps sont établis et la guerre se poursuit. Lors des pourparlers en mars, la neutralité était considérée comme une solution. Mais ensuite, les États-Unis et l'Union européenne ont commencé à envoyer des armes supplémentaires et ont transmis un message selon lequel la lutte forcée se poursuivrait. Cela a sapé le message de neutralité. Il est maintenant plus difficile d'imaginer une Ukraine neutre.
Je crois qu'elle pourrait encore être neutre, mais le coût pour atteindre cette neutralité sera probablement extrêmement élevé. Cela est dû à la poursuite de la guerre actuelle pendant une période prolongée. Il y a un scénario effrayant, comme décrit par Hillary Clinton, selon lequel cela pourrait devenir l'Afghanistan de la Russie, indiquant un conflit à long terme. Alternativement, cela pourrait ressembler à la situation frontalière militariste prolongée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, qui persiste depuis des années. C'est apparemment la direction vers laquelle nous nous dirigeons. Je ne prévois pas une implication directe de l'OTAN, mais je ne rejette pas complètement la possibilité qu'ils participent de manière plus directe que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Il semble que cette guerre va continuer, ce qui est une perspective terrifiante. Par conséquent, la probabilité d'une Ukraine neutre diminue, mais en fin de compte, elle devra atteindre une certaine forme de neutralité. It's either permanent neutrality or permanent division and permanent war. But Les options sont soit la neutralité permanente, soit la division et la guerre permanente. Fait intéressant, même en décembre, la Russie a contourné les Européens et ne voulait négocier qu'avec l'OTAN et Washington. Ils ne considèrent pas l'UE comme un acteur géopolitique. Croyez-vous que si l'UE, la Commission, vous et le Parlement aviez une vision commune de la paix, l'UE pourrait jouer un rôle dans cette situation? Ou est-ce aussi quelque peu inexploré? Cela aurait certainement été le cas. Actuellement, ce type d'opportunité est fermement fermé. Étonnamment, je me surprends à dire que la meilleure personne dans cette situation a été Macron de France. En tenant compte de mes différences idéologiques avec lui, que j'ai toujours trouvé assez terribles, cela montre simplement à quel point les autres se débrouillent mal. De plus, je ne crois pas que cette guerre aurait eu lieu si Merkel était toujours au pouvoir en Allemagne. Malgré nos désaccords politiques importants, je crois fermement qu'elle l'aurait empêché. Son caractère fort et sa compréhension des relations géopolitiques en Europe l'auraient empêché de se produire. Cela s'explique par le fait que ce n'est pas dans l'intérêt de l'Allemagne, ni matériellement ni économiquement, d'avoir cette guerre. Je pense également que la faiblesse du nouveau gouvernement allemand a joué un rôle dans cela. Même à la dernière minute, des discussions étaient en cours. Le Français Schulz essayait en quelque sorte de résoudre les choses. C'est pourquoi je pense que la Russie n'aurait pas dû bouger. Je pense qu'il y avait encore un territoire inexploré là-bas. Cependant, la Russie, je suppose, est tombée dans le piège et doit maintenant assumer la responsabilité de tout déplacer. Ils ont fermé la porte fermement. À court terme, le militarisme a triomphé. L'Allemagne a maintenant promis 100 milliards supplémentaires à son armée. Les dépenses militaires sont en hausse. Les pays européens modérés ont été poussés dans les bras des États baltes anti-russes et des pays nationalistes d'extrême droite. C'est presque risible. Il y a quelques mois à peine, la Pologne était le paria de l'UE. Tous les libéraux de l'Ouest ne pouvaient pas les tolérer. Ils étaient les rebelles. Maintenant, ce sont les meilleurs élèves de la classe européenne. On dirait que la réalité a été renversée dans ce conflit. Donc, je pense que l'Europe a été une vraie déception. Elle s'est tirée une balle dans le pied. Mais peut-être que la gravité de la crise économique imminente, qui touchera les travailleurs partout, pourrait changer les choses. Il doit y avoir des capitalistes visionnaires en Allemagne et en France qui se disent « Mon Dieu, nous nous faisons du mal ici. Nous allons chuter si cela continue. Nous avons déjà eu 5 séries de sanctions et maintenant ils discutent d'une 6e. S'ils interdisent le pétrole et le gaz, nous risquons de perdre des centaines de milliers d'emplois en Allemagne et ainsi de suite. Donc peut-être, dans une crise économique, certains d'entre eux retrouveront leurs esprits. Cependant, l'Union européenne dans son ensemble s'est déshonorée. Le haut représentant, Joseph Borrell, est une honte à mon avis. Il a ouvertement déclaré qu'il veut la paix, mais pas maintenant. Pas tant que la Russie n'est pas plus vaincue ou ne vient pas à la table des négociations dans un état plus humble. Il n'est pas disposé à voir cela, mais ce n'est pas lui qui se bat sur le terrain. Donc, ils auraient pu éviter cela, mais ils ne l'ont pas fait. Et il y a une véritable ironie dans tout cela. Il y a tellement d'aspects ici qui pourraient être analysés. Pendant des années, le Royaume-Uni a été un obstacle à une armée de l'UE car ils étaient de fervents défenseurs de l'OTAN.
Ils adoraient l'OTAN et n'ont pas permis la formation d'une armée de l'UE. Maintenant qu'ils sont partis, l'OTAN n'a jamais été aussi forte au sein de l'UE. Tout est devenu complètement chaotique. Les gens parlent de souveraineté nationale et de défendre la souveraineté de l'Ukraine. Cependant, des pays comme l'Irlande ne sont pas censés avoir de souveraineté, une vision différente ou la neutralité. C'est comme si tout le monde en Europe devait être pareil. Le langage et la réalité ont été complètement inversés. Je me suis éloignée de votre question initiale, qui était de savoir si l'Europe pouvait jouer ce rôle. La réponse est non maintenant, mais ils auraient pu le faire. Peut-être que certaines personnes en Europe verront cela et y réfléchiront à deux fois. Malheureusement, cela est peu probable à court terme. La Commission est une honte. Le changement ne viendra pas de l'UE. Il pourrait venir de la France ou de l'Allemagne, ou peut-être de l'Italie. Ils ne sont pas prêts pour cela maintenant, mais peut-être le seront-ils à l'avenir. Mais pour l'instant, la situation n'est pas bonne. La question finale est celle qui me pose un véritable dilemme. D'un côté, nous avons l'OTAN, qui a démontré une grande capacité à rassembler des forces et à avancer dans une direction unifiée. D'un autre côté, il y a une contre-proposition de personnes comme Macron, qui suggère que l'Europe a besoin de sa propre armée. Soutiendriez-vous cette idée, ou pensez-vous que ce n'est pas la bonne voie à suivre? Absolument pas. La seule solution est la démilitarisation. À mon avis, l'UE s'est montrée entièrement sous le contrôle du complexe militaro-industriel. Lorsque j'ai rejoint le Parlement européen en 2019, j'ai été frappé par la peur intense de la Russie et la rhétorique anti-chinoise. Cela se poursuit depuis notre arrivée et je n'ai jamais rien vu de tel. Vous voyez, une industrie de l'armement ne peut pas exister sans un ennemi. La Russie est maintenant devenue cet ennemi. Ils étaient en train d'être désignés comme l'ennemi, mais leurs récentes actions ont solidifié ce rôle pour beaucoup de gens. C'est une conséquence tragique de l'invasion. L'UE dispose d'un fonds européen pour la paix, qui a été utilisé pour acheter des armes de l'UE. Pour la première fois, elle dispose également d'un fonds européen de défense, quelque chose qui n'était jamais prévu auparavant. Des sommes records ont été dépensées pour l'armée au cours des dernières années. Malgré cela, nous sommes maintenant confrontés au plus grand conflit militaire en Europe. Il est clair que renforcer la sécurité, les armes et les forces militaires ne mènent pas nécessairement à la paix. En fait, cela conduit souvent au contraire. Je me souviens d'un activiste ukrainien pour la paix qui avait un message puissant. Bien que je ne me souvienne pas de ces mots exacts, l'idée générale était la suivante. Si vous vous préparez à la guerre, vous obtiendrez la guerre. Si vous voulez la paix, vous devez vous préparer à la paix. Cela implique un besoin de dialogue. Je dois exprimer ma déception quant au rôle de l'ONU dans cette situation. La plupart de la population mondiale vit dans des pays qui ont soit connu le militarisme américain, soit sont familiers avec le concept d'empire. Bien qu'ils ne soutiennent pas la guerre en Ukraine, leur perspective est la suivante. C'est ce que les États-Unis font depuis des années. Nous ne condamnerons pas ouvertement la Russie pour cela. Oui, ils ne devraient pas l'avoir fait, mais les États-Unis le font depuis des années. Alors, ne soyons pas hypocrites à ce sujet. Ils représentent la majorité de la population mondiale. Leur voix n'a pas été entendue. Mon seul espoir est que leur voix soit davantage entendue à l'avenir. Peut-être que la Chine, qui est restée décevante dans son silence, pourrait également jouer un rôle. Elle ne l'a pas encore fait, mais peut-être le fera-t-elle à l'avenir. Cependant, je ne crois pas qu'une armée européenne soit la solution. Je crois plutôt que la solution est la démilitarisation. Mais je ne suis pas assez naïf pour penser que cet objectif est plus proche maintenant qu'à l'époque où j'ai rejoint le Parlement européen. Malheureusement, il est plus éloigné, et nous vivons des temps effrayants sur le continent européen. Nous espérons tous que cela ne conduira pas à notre destruction, ce qui reste une possibilité. Merci pour vos efforts en faveur de la démilitarisation et de la paix, même si cela peut vous coûter cher. Je vous admire vraiment pour cela. Merci beaucoup. De plus, merci pour la discussion. Il est crucial que les individus aient un endroit pour explorer ces concepts sans être diabolisés ou vilipendés. C'est l'une des tristes réalités de notre situation actuelle. Cependant, plus j'étudie la Première Guerre mondiale, plus je comprends qu'ils ont connu les mêmes problèmes. La seule différence était qu'ils n'avaient pas la menace des médias sociaux pour propager le message et la haine plus rapidement. Malheureusement, en Europe, nous ne semblons pas apprendre de notre passé.
Nous tombons régulièrement dans les mêmes pièges chaque décennie. Je ne comprends pas pourquoi cela se produit. Ce n'est pas lié à la démocratie. L'Europe est simplement un continent très exigeant. Yeah, I don't know. Yeah, our vested Nos intérêts interests are acquis very sont très doués pour l'exploiter. Ce sont toujours les gens ordinaires qui finissent par perdre. all the time. Oui, mais nous devons continuer. Donc, j'espère que tu peux. Je te souhaite un retour à la maison en toute sécurité et agréable. Merci beaucoup, Pascal. J'apprécie vraiment que tu m'aies invité. Goodbye. Bye bye.